Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus nombreux à cette demi-journée organisée par la Fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie, qui en principe est destinée à fermer un cycle et à en ouvrir un autre. Alors, vous êtes, j'ose dire, dans la parenthèse de transition entre deux périodes organisées par la Fondation. Mais c'est un artifice de présentation, parce qu'en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes, elles sont beaucoup plus nouées dans le temps, et toute séparation est par définition arbitraire, même si elle est commode. En tout cas, je remercie les participants d'être venus aussi, les intervenants, d'avoir répondu en toute confiance à l'invitation de la Fondation, parce que c'est pour nous toujours un encouragement d'avoir d'abord des intervenants nouveaux qui arrivent et puis des intervenants confirmés qui, naturellement, nous font depuis déjà un certain temps le plaisir et l'honneur de leur collaboration. Je salue également très spécifiquement le préfet Ben Mebarek qui va, je pense, à grands traits, nous donner un peu la primeur de la thèse qu'il est en train de finaliser sous la direction du professeur Frémaux, et dont il vous donnera, je pense, les bons morceaux avant que le jury de la Sorbonne ne puisse l'écouter. Alors, notre après-midi d'études est consacré, c'est le titre en tout cas, Afrique du Nord, 1945-1954. C'est deux dates très, très symboliques, mais je crois qu'il faut que vous les regardiez un peu au-delà, un peu en deçà et un peu au-delà, en ayant présent à l'esprit que cette journée d'études s'inscrit plutôt dans la perspective développée par la Fondation depuis bientôt 4 années. C'est celle d'un temps long, dans une relation structurelle complexe entre la France et l'Afrique du Nord. Celle d'une histoire dont l'armée d'Afrique, et ceux qui ont participé à nos colloques précédents ont vu à quel point nous avions été en profondeur pour étudier cette armée d'Afrique. Donc cette armée d'Afrique a été l'instrument et le symbole, car cette institution, et j'emploie à dessein le mot institution, cette institution a été au cœur de toute cette affaire, dans une action globale, en équilibre instable, mais en équilibre tout de même, entre les différentes forces qui ont composé l'aventure de l'expansion française en Afrique du Nord. 3 pays différents, 2 régimes également, une France transposée en Algérie, 2 protectorats. Mais les mêmes lignes de force courent dans l'institution militaire, qu'elle se déploie depuis Alger, Rabat ou Tunis. Ces lignes de force, on les connaît, occupation temporaire ou permanente, quels relais locaux, quelle population protéger ou combattre, mais surtout, que faire de cet ensemble? Tout ceci est d'une diversité et d'une permanence étonnante. Il y a chaque fois, en plus, et il ne faut jamais l'oublier, une logique de terrain qui sourd de l'institution militaire et une logique de gouvernement avec laquelle elle entre parfois en conflit. L'Algérie, pour ne prendre qu'elle, au cours de toute cette histoire de l'armée d'Afrique, a été souvent le théâtre de désaccords profonds entre l'institution militaire et le pouvoir civil. L'Algérie encore, qui a pesé de façon récurrente dans les crises sur les confins saharo-marocains et les interprétations des traités conclus avec le Marzen, où 4 acteurs aux vues divergentes jouaient leurs partitions séparées. Le ministère de l'Intérieur, le Quai d'Orsay, l'état-major et les officiers au contact des tribus. Pour ceux qui reprennent l'histoire de ces confins, elle est passionnante et je vous conseille vivement de la relire. Vous verrez à quel point il a été difficile pour les uns comme pour les autres de s'aligner sur les revendications marocaines, sur les revendications algériennes, et que tout ceci a été d'une complexité étonnante où seuls ceux qui n'avaient pas de philosophie mais qui avaient une pratique, arrivaient à s'y retrouver.
La période abordée aujourd'hui, ça c'était la perspective qui a été celle de la Fondation, la période abordée aujourd'hui, elle est fondamentale. C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle l'armée d'Afrique a joué un rôle déterminant. En même temps, c'est une période d'affaiblissement politique français née de la défaite de 1940. Et il ne faut jamais séparer les affaires de la France, aussi intérieures ou aussi particulières soient-elles, de leur environnement international, même si ce dernier a finalement peu d'influence sur le dénouement des événements, sauf bien sûr, et c'est une première qui nous saute aux yeux dans cette période, juste après cette période, sauf l'expédition de Suez, l'affaire de Suez. Mais dès le débarquement de 1942, les États-Unis, pour ne nommer qu'eux, encouragent ouvertement l'émancipation marocaine et la conférence d'Anfa n'est pas à proprement parler un triomphe français. Bien au contraire, elle apporte la démonstration de notre impuissance. Je pense également, et tout le monde, les spécialistes le savent aussi, au rôle qu'ont joué les consuls américains au Maghreb, en particulier à Alger, le consul George Murphy, très bien épaulé par son collègue britannique, naturellement, Macmillan. Et puis, la France, dans tout cela, se débat avec ses difficultés, sa faiblesse intrinsèque, mais en même temps, cette capacité de ne pas renoncer et cette capacité de ne jamais d'insulter l'avenir. Il y a dans ce même temps politique, et on l'a vu dans le dernier colloque, une maturation forte des idéaux nationalistes dans le monde arabe. Donc les deux mouvements se rejoignent. À cette période charnière, ces deux mouvements se rejoignent. L'alliance entre l'Arabie saoudite et Washington, qui a été scellée à bord du croiseur Quincy, a été un premier signal très fort. Les États-Unis entreprendront et entreprennent immédiatement, après le 1945, la réorganisation du monde avec le système de Bretton Woods dans le domaine financier et monétaire et la conférence de San Francisco dans le domaine politique, à laquelle, naturellement, la France est conviée puisqu'elle est signataire et participante aux éléments de la victoire. Il faut voir aussi qu'en 1948, dans cette période, un élément nouveau monte à l'horizon, qui sont les heurts et malheurs des affrontements liés à l'émergence de l'État d'Israël et qui changent pour longtemps, avec la guerre froide dans la foulée, les paramètres du Proche-Orient. La décennie qui s'ouvre, 45, 54 et un peu au-delà, est marquée par des mots clés que nous avons tous en tête, mais que peut-être les jeunes générations n'ont pas présentes à l'esprit. Des mots clés qui étaient le pétrole, voilà, le canal, les coups d'État militaires dans le monde arabe, qui étaient nombreux, coups d'État républicains, coups d'État militaires contre des monarchies, tout ça a fleuri. Le conflit israélo-arabe, naturellement, qui sort en fait de la Première Guerre mondiale et qui prend toute son ampleur avec la situation créée en 1945, puis en 1948 avec l'émergence de l'État d'Israël. Et puis un dernier élément, 1954 est une date charnière, il y a la conférence de Bandung et le tiers-monde, issu de la décolonisation. Le tiers-monde qui se dit tiers-monde à la fois pour ne pas être aligné sur Moscou ou sur Washington, et en même temps qui trouve ses lettres de noblesse dans le terme même de décolonisation. C'est-à-dire c'est un tiers-monde issu de mondes qui sont disparus. Voilà. Donc cette période est riche en mots-clés, elle est riche en symboles, et naturellement, je crois qu'il était bon de le rappeler, parce que ça ne vient pas toujours à l'esprit quand on a en tête les événements spécifiques de l'Afrique du Nord. Jamais oublier que l'Afrique du Nord n'est pas une île isolée du monde. Elle est en plein dans ce mouvement du monde. L'armée d'Afrique,
ne pouvait par définition, et ne peut pas par définition, échapper à ces mouvements de fond. Elle en sera fortement impactée, d'ailleurs, avec des variations selon les 3 pays concernés, dont l'un, ne l'oublions pas, la Tunisie, a été le théâtre de batailles très violentes entre les Alliés et les forces de l'Axe. C'était un champ de bataille. Elle occupe en fait, cette armée d'Afrique, l'épicentre, et je pèse mes mots, elle occupe en fait l'épicentre du système militaire et politique français. Car, et on va le voir par la suite, de sa disponibilité, de sa loyauté et de son efficacité dépendront à la fois la couverture des risques et la construction du futur. Et ce défi entraînera des choix collectifs et individuels contrastés après un temps indo-chinois spécifique qui commence en 1946 et dont, pour le moment, je ne souhaite pas parler. L'état politique et social de l'Afrique du Nord est naturellement, lui aussi, touché par la Deuxième Guerre mondiale. Notre précédent colloque a dégagé des lignes de force évidentes, mais difficiles à décliner en réformes nécessaires. Le statu quo n'est pas une politique, même s'il s'affirme comme une évidence pour nombre d'acteurs du drame algérien qui va se nouer dans ces années charnières, infligeant ipso facto à l'Afrique du Nord, dans l'Afrique du Nord, un décalage encore plus fort entre Algérie d'un côté, Maroc et Tunisie de l'autre. Peut-on dire alors que la guerre d'Algérie est le résultat de toutes ces contradictions, de ces retards, de ces blocages? Probablement, même s'il est arbitraire de privilégier telle cause par rapport à telle autre. On est vraiment dans un continuum et un écheveau dont il est difficile de démêler les fils. Une question importante reste posée. Pourquoi la France a-t-elle mené cette guerre? Du côté algérien, les réponses sont claires. Indépendance, libération nationale. D'une autre, une analyse plus spécifique s'impose. La Fondation essaiera d'y apporter une contribution. C'est une des pistes de travail que nous voulons avoir pour les mois ou l'année qui vient. Une autre question surgit, qui est dépendante de la première, mais aussi complexe à traiter, car elle se situe dans le même continuum. Quand a-t-elle commencé, cette guerre d'Algérie? En 1945, à Sétif, le 8 mai, en 1954, le 1er novembre. Le colloque d'aujourd'hui ne va pas apporter de réponse à ces questions, mais il peut, dans un premier temps, donner quelques éléments sur la seconde question. Les intervenants qui sont là sont naturellement libres et responsables de leurs analyses qui touchent des sujets sensibles. Mais je crois qu'il faut que vous réalisiez que nous sommes bien, avec ces interventions d'aujourd'hui, dans une perspective, je l'ai appelée parenthèse, bien entendu, mais nous sommes dans une perspective 45-54, et cette perspective est pleine de sujets de fond, elle est pleine de chocs, elle est pleine de difficultés, elle est pleine en même temps d'événements qui n'ont pas une relation directe avec ce qui va se passer en Afrique du Nord, mais qui ont des conséquences très importantes sur ce qui va se passer en Afrique du Nord et sur la façon dont les protagonistes de ces affaires vont réagir. Voilà. Donc, c'est à eux que je vais laisser maintenant la parole, en particulier au tout début au lieutenant-colonel Champeau, qui va donner un coup de projecteur un peu plus spécifique sur cette armée d'Afrique dans ces périodes charnières. Je vous remercie de votre attention.